La Russie va remporter une victoire militaire. C'est la seule issue possible. Il n'y aura pas d'accord négocié. La seule question sera de savoir si Volodymyr Zelensky pourra quitter l'Ukraine vivant et trouver refuge dans un autre pays ou s'il sera tué dans le processus. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être avec nous. Je suis Lena Petrova et voici un nouvel épisode de World Affairs in Context. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Larry Johnson. Larry est un ancien analyste de la CIA et un ancien responsable du département d'État, spécialisé dans la lutte contre le terrorisme, les opérations de renseignement et la politique étrangère des États-Unis. Au passage, Larry tient un excellent Substack et blog, sonar21.com, vraiment incontournable. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à aller y jeter un œil et à vous abonner. Larry, bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous. Eh bien, Lena, merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en suis reconnaissant. Je sais qu'il se passe énormément de choses en ce moment. Un peu trop, même. On a du mal à tout suivre, c'est clair. Et bien sûr, ces derniers temps, l'attention principale s'est portée sur la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran. La guerre par procuration contre la Russie, via l'Ukraine, est un peu passée au second plan, mais elle ne montre aucun signe d'essoufflement. Les négociations entre Washington et Moscou sont pratiquement à l'arrêt, tandis que de nouvelles attaques de drones sur le territoire russe venus des États baltes laissent craindre une escalade, voire une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie. Larry, pour commencer, posons le cadre. Selon toi, où en sont aujourd'hui les négociations entre les États-Unis et la Russie? Les États-Unis n'écoutent toujours pas ce que la Russie a dit. Poutine a été très clair le 14 juin 2024 sur les exigences de la Russie. Et ce n'étaient pas des propositions du genre. Voyons si on peut en discuter et trouver un terrain d'entente. Non, c'était des exigences non négociables. La première, c'est que l'Occident doit reconnaître Zaporijia, Kherson, Donetsk et Louhansk comme faisant définitivement partie de la Fédération de Russie. Avec la Crimée, tout cela fait désormais partie de la Russie. Et ça ne changera pas. Il n'y aura pas de négociation là-dessus. Ils ne vont pas dire « bon, on s'arrête à mi-chemin à Zaporijia et on laisse l'autre moitié à l'Ukraine ». Non, c'est maintenant une partie permanente de la Russie. L'OTAN, dehors, il faut que ça disparaisse. Ce qui s'est passé depuis, et on arrive maintenant au 2e anniversaire de cette annonce, c'est que Sergueï Lavrov a déclaré la semaine dernière que la Russie est désormais en guerre avec l'OTAN. J'ai eu la chance de rencontrer Sergueï 2 fois, de m'asseoir avec lui pour une longue discussion, avec le juge Napolitano et Mariona Fall, tous les trois ensemble. Le ministre Lavrov choisit toujours ses mots avec beaucoup de soin. C'est un diplomate très intelligent, très expérimenté. Ce n'est pas un type ivre dans un bar qui balance n'importe quoi du genre « on va leur faire la guerre ». Non, pas du tout. Alors quand il a dit ça, il voulait dire « d'accord, on vient de franchir un nouveau cap ». Et il n'aurait jamais dit ça sans l'accord total et le soutien de Vladimir Poutine. Donc il y a bien eu un changement. En réalité, la Russie est en guerre avec les États-Unis à travers l'OTAN et elle est maintenant prête à se défendre, alors que les attaques se sont intensifiées, les attaques de drones se sont multipliées contre les infrastructures russes et contre des citoyens russes. Du coup, le risque que cette guerre s'étende désormais sur le territoire européen est assez élevé. Et je pense que c'était l'un des points que Poutine voulait faire passer à Trump aujourd'hui, pour s'assurer qu'ils comprennent bien que la Russie ne plaisante pas. La Russie ne lance pas de menaces en l'air. La Russie dit ce qu'elle va faire et ensuite, elle le fait. Ce n'est pas une manœuvre de négociation.
Et vous savez, l'Occident aime critiquer, dire que la Russie c'est rien, qu'ils sont désorganisés, que leur économie s'effondre, que leur armée est mauvaise, qu'ils avancent lentement. Regardez, ils ont vaincu les nazis en 4 ans et ils n'ont pas réussi à conquérir l'Ukraine. Oui, mais quand on mène des opérations militaires d'une autre manière, comme une opération militaire spéciale, en essayant de limiter ses propres pertes et celles des civils, forcément, on ne va pas foncer en détruisant tout le pays. On est peut-être en train d'assister à un changement de doctrine. Et je pense qu'au cours de l'été, on va voir une accélération spectaculaire de l'offensive russe. Elle progresse régulièrement sur tout le front, du nord à Soumy jusqu'à Kharkiv, en passant par le Louhansk. Le Louhansk a été complètement libéré. Dans le Donetsk, il reste environ 15% du territoire sous contrôle ukrainien. Et je pense que d'ici août, voire avant, la Russie les aura complètement repoussés. À ce moment-là, la guerre entrera vraiment dans sa phase finale, parce que l'Ukraine n'a tout simplement pas les effectifs ni les ressources pour tenir. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point l'Occident n'écoute pas ce que disent les Russes. On voit le même phénomène se répéter avec l'Iran. L'Iran, encore une fois, ne joue pas. Ils n'essaient pas de tromper l'Occident avec des mots. Ils sont très clairs sur leur position. Et tout comme le discours de Poutine du 14 juin, ce document en 10 points que les Iraniens ont transmis à l'Occident par l'intermédiaire du Pakistan il y a environ 3 semaines était très direct. Ce n'est pas, par exemple, une demande du type « les sanctions doivent être levées » comme un simple point de négociation. Non, l'Iran ne dit pas « discutons du moment où les sanctions pourront être levées ». Non, ils veulent que les sanctions soient levées maintenant. Ils veulent que les avoirs soient débloqués maintenant. Et ils vont insister pour que les bases militaires américaines soient fermées. Là, ils ont une certaine marge de manœuvre, parce que les Iraniens peuvent fermer ces bases eux-mêmes, en les frappant avec des missiles, plutôt qu'en les détruisant. Ou bien les États-Unis peuvent décider de partir de leur propre initiative. Mais d'une façon ou d'une autre, les États-Unis vont quitter ces bases. C'est encore une fois un point non négociable pour l'Iran. Et l'Occident continue d'ignorer ce que dit l'Iran, en inventant toutes sortes de récits fictifs. Comme on l'a vu au tout début de l'opération militaire spéciale. Vous vous souvenez du fantôme de Kiev, ce pilote de chasse censé avoir abattu soi-disant la moitié de l'armée de l'air russe. En réalité, c'était juste un jeu vidéo. Et pourtant, ils ont bâti tout un récit là-dessus. Et aujourd'hui, on voit le même phénomène avec la Russie. Concernant l'Iran, on nous dit « Ah, la direction iranienne est en plein chaos. » Personne ne dirige vraiment. Les durs s'opposent aux modérés. Alors j'ai creusé un peu et franchement, il n'y a rien de secret là-dedans. Pas besoin d'avoir accès à des informations classifiées pour savoir que le plus âgé du groupe, c'est Pezeshkian, le président, 71 ans. Il a mon âge. Le plus jeune, c'est l'ayatollah Mojtaba Khamenei, 56 ans. Entre les deux, on trouve Arakchi, le ministre des Affaires étrangères, Ghalibaf, le président du Parlement, et puis le chef des gardiens de la Révolution. Mais ces 5-là ont tous un point commun. Pendant la guerre Iran-Irak, de 1980 à 1988, ils ont tous combattu et servi sous le commandement des gardiens de la Révolution, les IRGC. Pezeshkian, lui, avait rejoint l'armée régulière, mais il était médecin militaire, et toutes ses activités, en tant que médecin, soutenaient les gardiens de la Révolution. Les autres, eux, étaient de vrais membres de l'IRGC. Mojtaba, par exemple, s'est engagé en 1987 à 17 ans, et il a participé à 4 grandes batailles. Ce que je veux souligner, c'est que ces hommes partagent une vision générationnelle. Ils ont combattu ensemble dans une guerre existentielle. Peut-être pas dans les mêmes unités,
mais pour la même cause. Et cette guerre les a façonnés, un peu comme j'en suis sûr, vous l'avez vu dans votre propre famille. La Grande Guerre patriotique a marqué le peuple russe. Comment cela influence-t-il la façon dont les Russes perçoivent le monde? How does that affect how Russians view the world? I was with Judge Napolitano. J'étais avec le juge Napolitano. C'était quand nous sommes allés interviewer le ministre des Affaires étrangères, Lavrov. C'était en mars 2024, non? Un jour, on a fait une sortie dans une école construite par l'un des milliardaires russes, Konstantin Malofev. C'est une école incroyable. Donc on est là, à déjeuner, avec Malofev, le directeur de l'école, un ancien membre du KGB qui avait travaillé comme diplomate au Moyen-Orient, et encore une autre personne. En gros, on avait 5 Russes assis en face de nous, et le sujet de la Grande Guerre patriotique est venu sur la table. J'ai demandé, parmi vous, combien ont eu un membre de leur famille tué ou blessé pendant cette guerre? Les 5 ont levé la main, tous, sans exception. Puis j'ai dit au juge, si on nous posait la même question, à toi et à moi, aucune main ne se lèverait. Parce que les États-Unis ont perdu très peu de monde dans cette guerre. La Russie, elle, a payé un prix énorme en vies humaines. Eh bien, de la même façon, si on y pense, les Iraniens ont perdu environ 200 000 personnes dans cette guerre. Et c'était une guerre, en réalité, financée et soutenue par les États-Unis, en utilisant l'Irak comme intermédiaire. Ça a profondément marqué toute une génération. Et aujourd'hui, 40 ans après cette guerre qui les a façonnés quand ils étaient jeunes, ils se retrouvent face à une nouvelle attaque venue de l'extérieur. Ils ne sont pas divisés, pas du tout. Ils sont unis parce qu'ils savent ce qu'ils risquent. Ils ont déjà vécu ça, ils savent ce que ça veut dire. Et c'est là que l'Occident commet une erreur terrible. Ils sous-estiment leur détermination et ils sous-estiment l'impact que cette guerre passée a eu sur leur manière de voir le monde aujourd'hui. Absolument. Et bien sûr, quand on aborde la question de la guerre avec l'Iran, il faut rappeler que oui, Saddam Hussein a été utilisé en quelque sorte comme un intermédiaire et que les États-Unis ont fourni des armes chimiques. Les conséquences de ces attaques chimiques se font encore sentir aujourd'hui, surtout chez les personnes plus âgées qui y ont été exposées à l'époque. Donc il faut en tenir compte quand on analyse la situation actuelle au Moyen-Orient. Il y a encore des gens qui souffrent de cette guerre et de ce que les États-Unis leur ont fait à ce moment-là. Et c'est un élément essentiel pour comprendre leur point de vue sur ce que représente réellement la politique étrangère américaine et ce qu'elle signifie pour eux en tant que nation. Et comme vous l'avez souligné, la Seconde Guerre mondiale a touché chaque famille, en Russie et aussi en Ukraine. Je pense qu'il serait difficile de trouver une seule famille qui n'ait pas perdu un proche pendant cette guerre. C'est vrai. Aujourd'hui, quand on regarde ce que fait le régime de Zelensky, qui, en gros, présente les néo-nazis comme de nouveaux héros en Ukraine, les mêmes néo-nazis qui ont soutenu Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'ouest du pays, eh bien, c'est une politique absolument honteuse et irrespectueuse envers les soldats ukrainiens qui sont morts et ont combattu au sein de l'armée rouge. Je suis donc content que vous ayez soulevé ce point parce que c'est un aspect très important pour comprendre à la fois la Russie et l'Iran. Comme vous l'avez dit la semaine dernière, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que l'Union européenne se mobilisait pour une confrontation militaire directe avec la Russie. Et pour Lavrov, c'est une déclaration vraiment inhabituelle et très directe. Mais compte tenu de la militarisation complète de l'Europe, Lavrov a pour une fois appelé les choses par leur nom. Et dans un article récent publié sur Substack, vous écrivez, je cite pour nos téléspectateurs, « L'Ukraine est utilisée comme un bélier pour épuiser la Russie et donner à l'Europe le temps dont elle a besoin pour réarmer complètement sa base industrielle au cours des prochaines années. »
Larry, l'administration Trump est-elle impliquée dans tout ça? Est-ce qu'elle fait partie du plan? Oui. Yes. Yeah. No, the United States is in on it. Oui, Um, oui, non. but the plan's not Les États-Unis sont de la partie. because the Mais le Europeans plan ne are se looking déroule pas at très it. bien, They're not parce que les united. Européens sont ce qu'ils sont. D'abord, ils ne forment pas un bloc uni. Leurs intérêts nationaux, comme dans presque tous les pays, passent généralement avant ceux de l'Union européenne dans son ensemble. L'Union européenne, c'est une construction artificielle. Et en réalité, il y a de profondes fractures à l'intérieur même de l'Union. Et en plus de ça, c'est maintenant que l'économie entre vraiment en jeu. Jusqu'à présent, ils étaient prêts à donner de l'argent à l'Ukraine, mais la plupart de ces fonds ont été volés ou détournés par Zelensky et son entourage. Mais le chaos économique commence à s'abattre sur l'Europe. Le prix de l'essence explose, le diesel aussi, le carburant pour l'aviation devient rare, et des compagnies comme Lufthansa annulent 20 000 vols. Airlines like Lufthansa cutting 20,000 flights. That's not going to be the only one. Ce ne sera pas le seul cas. Toutes les grandes compagnies aériennes en Europe vont réduire leurs vols. Et quand on réduit les vols, ça veut dire qu'il y a moins de gens qui voyagent vers d'autres villes. Donc moins de gens qui dorment à l'hôtel, moins de gens qui mangent au restaurant, moins de gens qui prennent des taxis ou les transports publics. Bref, tout se contracte. C'est un peu comme un ballon qui se dégonfle. La vraie question c'est, est-ce que le ballon va se vider complètement ou seulement à moitié? Moi je pense qu'on risque de voir un dégonflement total. Et là on en revient à ce qu'ils disent, on va renforcer notre puissance militaire. Avec quoi? Vous n'avez pas l'argent. Et là, on pourrait bien se retrouver avec une masse de gens désespérés, des jeunes hommes, sans travail, sans perspective. Ils ne trouvent pas d'emploi, il n'y a tout simplement pas de travail. Alors oui, certains finiraient par s'engager dans l'armée juste pour avoir 3 repas par jour et un lit où dormir. De ce point de vue-là, il y aurait effectivement ce danger-là, une militarisation née d'une dépression. Mais l'Europe en elle-même n'a pas une armée cohérente. Elle serait donc clairement désavantagée face à la Russie. Et la Russie, elle, a bien fait comprendre qu'elle ne comptait pas rester les bras croisés, à attendre que cette menace se développe, pour ensuite être attaquée, comme elle l'a été, disons, en 1940, par l'Allemagne. Ils ne referont pas cette erreur. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, en réalité, c'est l'effondrement de l'Europe. Parce que, vous savez, si on regarde en arrière, au XIXe siècle et au tout début du XXe, l'Europe était vraiment le centre du monde pour l'industrie, la banque, la finance, la science. En physique, par exemple, certaines des plus grandes avancées ont été faites en Europe. C'était aussi un grand centre culturel. Et puis, il y a eu la Première Guerre mondiale. C'est là que l'Europe a commencé à s'effondrer. C'est à ce moment-là, surtout, que le Royaume-Uni a commencé à perdre son emprise sur cet empire où, comme on disait, le soleil ne se couchait jamais. Et c'est là que les États-Unis ont émergé, venant, si l'on peut dire, au secours économique de l'Europe. Mais le sort était déjà scellé. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est le rétrécissement de l'Europe. Ce n'est plus du tout une puissance industrielle. Elle ne fait pratiquement plus aucune recherche avancée dans les technologies modernes. Elle n'a pas de force militaire digne de ce nom. Franchement, la Grande-Bretagne pourrait faire tenir toute son armée, toute sa force militaire, en fait, dans un stade de football. Et il resterait encore 30 000 places libres. Donc vous voyez, c'est une blague. C'est à partir de là que l'Europe, avec son arrogance, et je dirais même sa jalousie envers la Russie, a cru pouvoir détruire la Russie. Et elle a failli y parvenir. Ce qui s'est passé avec l'effondrement de l'Union soviétique et la tentative de l'Occident de violer économiquement la Russie, tout cela s'est arrêté quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir.
Il lui a fallu environ 3 ans, de 1999 à 2002, pour comprendre ce qui se passait vraiment. Mais quand il a freiné en 2002, il a dit « Bon, les oligarques, soit vous travaillez pour le bien de la Russie, soit vous dégagez. Vous pouvez gagner de l'argent, mais vous restez en dehors de la politique. Et si vous refusez, je vous enverrai en prison. » Les gens ont trouvé ça terrible. Mais c'est ce qui a sauvé la Russie. Et aujourd'hui, la Russie est une société dynamique. C'est ouvert, c'est magnifique. Les gens sont formidables. La nourriture est excellente. J'ai mangé la meilleure pizza de ma vie dans un restaurant italien, juste en face de l'hôtel Métropole. J'en garde un souvenir incroyable. J'ai même refait le voyage à Moscou juste pour y manger à nouveau cette pizza. Je ne te blâme pas, je ne te blâme pas. Donald Trump et Vladimir Poutine, d'ailleurs, ont eu un appel le 29 avril où ils ont parlé de la guerre en Ukraine, de l'énergie et de projets économiques. Et ça, c'est selon les rapports officiels, bien sûr. Trump a de nouveau déclaré que l'accord était conclu. Évidemment, il répète ça depuis des mois, voire des années. Larry, qu'est-ce que tu penses de ces déclarations? Qu'est-ce que tu penses de cet appel? What do you make of these statements? What do you make of this call? Eh bien, un accord n'est pas proche, et Trump était désespéré de pousser Poutine à intervenir pour l'aider à obtenir un accord avec l'Iran. C'est ça le fond de l'histoire. Poutine et le gouvernement russe sont dans une position unique, à la fois par leur relation avec Israël. Il y a environ 2 millions de citoyens israéliens d'origine russe, et par leur crédibilité auprès des pays du Golfe. Et puis Lavrov, encore une fois, c'est un peu le doyen des diplomates, le diplomate par excellence. Donc, la Russie est dans une position particulière pour essayer d'aider les États-Unis à trouver une porte de sortie. La Russie ne va pas abandonner ni trahir l'Iran. L'engagement envers l'Iran est formalisé par écrit, et plus récemment dans un accord de sécurité trilatéral que la Russie, la Chine et l'Iran ont signé le 29 janvier. Mais je pense que c'est ça que Trump cherchait à obtenir. Maintenant, je n'ai pas encore vu le compte-rendu officiel, donc je suis curieux de voir ce qu'il dira. La Russie, en général, publie des comptes-rendus assez détaillés. La Maison-Blanche, un peu moins. Qu'est-ce que la conduite de la guerre en Iran a appris à la Russie? Parce que quand je pense aux négociations entre les États-Unis et la Russie, je me rends compte que pour négocier avec l'administration Trump, ou avec qui que ce soit d'ailleurs, il faut un minimum de confiance. Et Poutine, bien sûr, est très pragmatique. Il connaît parfaitement la diplomatie et c'est un réaliste. Alors, quel message la manière dont Trump a agi au Venezuela, et plus précisément en Iran, a-t-elle envoyé au président russe et aux diplomates russes? Eh bien, d'abord, cela n'a pas du tout inspiré confiance quant au fait que les États-Unis tiendront leurs promesses. On n'a toujours pas une vision complète des engagements que Trump a pris lors du sommet d'août 2025 en Alaska. Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'a pas tenu ses promesses, et qu'en réalité, elles ont été présentées de manière trompeuse. Les États-Unis ont réduit leur livraison d'argent et d'armes à l'Ukraine, mais c'est surtout parce qu'ils disposent de ressources limitées. Il y a aussi un autre point, et il doit forcément trotter dans la tête du président Poutine. Le 28 décembre, quand les États-Unis ont tenté de faire s'effondrer l'économie iranienne, c'est le même jour qu'une attaque de drone a visé la résidence du président je crois que c'était à Volchansk, à Valdai. Et franchement, une opération comme ça n'aurait pas pu se faire sans le soutien des États-Unis. Alors vous voyez, si j'étais Poutine, je ferais clairement comprendre à Trump qu'il a dépassé les limites et qu'il n'y a plus de confiance. Du point de vue de Trump, je ne pense même pas qu'il s'en souvienne.
Mais moi, je ne crois pas aux coïncidences. Ce n'est pas un hasard si cette tentative d'attaque contre Poutine a eu lieu ce jour-là, précisément le jour où les États-Unis ont essayé de déclencher une révolution de couleur en Iran. Ça a échoué, mais ça a préparé le terrain pour ce qui s'est passé ensuite, le 28 février, quand les États-Unis et Israël ont lancé une attaque surprise contre l'Iran. Aujourd'hui, la Russie, en observant ce que font les États-Unis, découvre directement qu'il existe d'énormes limites à la puissance militaire américaine. Elle le voit de ses propres yeux. Les États-Unis mobilisent tout leur poids collectif contre l'Iran, et pourtant, ils n'arrivent pas à le vaincre. Iran did not have the kind of air defense system that Russia has. So, and also, frankly, I think both Russia and China, well, and China in particular, are engaged with the Schadenfreude, watching the United States deplete its critical weapon systems, its precision missile strike missiles, and not have a ready means to replace them. Because if you look at things like where they were talking the ATACMS, the Patriot missiles, the THAAD missiles, the Tomahawk missiles, the JASSMs, all of those missile systems that are precision guided, they have to have Chinese rare earth minerals in order to be manufactured. And if they don't have those Chinese rare earth minerals, they don't get made. That's the problem. They need to make new ones, and China's withholding those rare earth minerals. Et c'est quand même très très ironique, non? Le complexe militaro-industriel américain dépend énormément des minerais chinois et plus largement des minerais critiques qui viennent de Chine. C'est assez ironique, vous ne trouvez pas? Oui, c'est un peu comme, tu sais, sur YouTube, ils publient ces histoires où la vengeance est servie. Et dans celle-là, il y a une femme asiatique qui entre dans un hôtel britannique très chic. Le réceptionniste la regarde de haut parce que, voilà, c'est du racisme. Elle est chinoise, elle n'a pas le bon look, comme ils disent. Elle dit « Nous avons une réservation ». Et lui répond « Ah non, désolé, cette chambre a déjà été donnée, etc. » Et il continue à la traiter sans respect. Le directeur de l'hôtel arrive, lui aussi la méprise. Mais là, elle dit, vous devriez appeler le propriétaire de cet hôtel. Et tout à coup, le propriétaire entre, la voit et fait, oh, il la connaît, parce qu'en fait, il vient juste de lui vendre l'hôtel. Et maintenant, voilà ce réceptionniste et ce directeur d'hôtel. Ils se rendent compte que bon, leur carrière ici risque de ne pas durer très longtemps. C'est un peu ce qui s'est passé avec la façon dont l'Occident a traité la Chine. Du genre, « Ah, vous ne comptez pas. Ah, vous êtes... » Et là, on entend des propos racistes. Et puis, tout à coup, ils réalisent, « Mon Dieu, tous nos minerais rares, on fabrique des aimants, on a besoin de ces aimants pour nos missiles de précision, et c'est la Chine qui les produit. Alors maintenant, il faut se montrer aimable avec la Chine. Mais la Chine, elle, a de la mémoire. Elle se souvient des moments où on l'a méprisée, insultée, traitée avec dédain. Et chose étrange, les États-Unis, sous Scott Besson, ce crétin, continuent de le faire. Besson passe son temps, jour après jour, à insulter les Chinois. Et vous savez, les Chinois, ce ne sont pas des gens qui laissent exploser leurs émotions. Mais là, clairement, ça laisse une cicatrice. Ils vont s'en souvenir, et les États-Unis devront payer le prix de ce genre d'insultes. C'est pour ça que j'ai dit que ce que la Russie observe, c'est la manière dont les États-Unis n'ont pas su sécuriser leurs moyens de production, ni leur chaîne d'approvisionnement. Et donc, toute leur technologie militaire se retrouve très vulnérable face aux pénuries, en plus de ne pas être aussi efficace qu'ils le pensaient au départ. Eh bien, on peut dire que les États-Unis ont aussi mal compris la Chine et la Russie.
Je crois que c'était Barack Obama, le président Obama, qui avait dit que la Russie était une station-service déguisée en pays, non? Ce genre de rhétorique, c'est assez typique de certains cercles de la politique étrangère américaine où l'on aime, disons, minimiser ou carrément mal interpréter les adversaires, à tel point que toute leur politique étrangère repose souvent sur des idées fausses et des illusions. Et la Russie, bien sûr, est une puissance nucléaire. En ce moment, elle mène une bataille existentielle, tout comme l'Iran d'ailleurs. Avant, les négociations entre les États-Unis et la Russie reposaient sur l'idée que Moscou prendrait le contrôle des 4 oblasts. Mais aujourd'hui, avec la militarisation de l'Europe et le refus de Zelensky d'abandonner le Donbass, il semble que le simple contrôle de ces 4 oblasts ne serait plus perçu comme une victoire par beaucoup de Russes. Alors, quels sont les principaux objectifs stratégiques de la Russie aujourd'hui? Defeat NATO. Eh bien, vaincre l'OTAN et provoquer son effondrement. C'est au fond là que tout cela mène. Écoutez, j'ai beaucoup écrit sur ce qui s'est passé à partir de 1995, donc il y a 31 ans, quand les États-Unis avaient la possibilité d'intégrer la Russie au sein de l'OTAN, et donc de rendre l'OTAN inutile. Parce qu'à l'origine, le but de l'OTAN, c'était de se préparer à une invasion soviétique de l'Europe. Ce scénario n'allait jamais se produire. C'était encore une fois un mensonge de plus, parce que le véritable objectif de l'Occident a toujours été de fragmenter et de détruire la Russie, de la diviser en entités beaucoup plus petites, puis à terme de s'allier à certains éléments en Russie pour s'en prendre à la Chine et la détruire. C'est ça le plan depuis le début. Je pense que c'est toujours le plan. Maintenant, je ne crois plus qu'il y ait la moindre base valable pour négocier avec les États-Unis. Les États-Unis ne sont pas dignes de confiance. À mes yeux, les États-Unis, c'est comme un violeur en série. Désolé, un violeur en série, on l'enferme. On ne négocie pas avec lui. On ne cherche pas à savoir s'il peut s'installer à côté et bien se comporter. Non. Et à ce titre, je pense que la Russie a été, selon moi, un peu naïve et trop confiante envers l'Occident. Je ne crois pas que l'Occident ait mérité la moindre confiance, vu ses actions. Et encore une fois, on l'a bien vu lors de leurs négociations, leurs discussions avec les responsables iraniens le 26 février, avec un plan pour se retrouver à nouveau à Genève le lundi 2 mars. Et les États-Unis lancent une attaque vicieuse, meurtrière, qui tue 168 écolières. Pourquoi faire? L'Iran ne les menaçait en rien. Alors vous voyez, ce genre de coup bas discrédite immédiatement les États-Unis, à mon sens, comme un pays auquel aucune nation ne pourra plus jamais faire confiance. La confiance, il faut la regagner après quelque chose comme ça. Et on peut dire la même chose, vous savez, de mon point de vue. Si Poutine me demandait conseil, je lui dirais de ne faire aucun cadeau aux États-Unis. Quand on en aura fini avec Zaporizhia et Kherson, on reprendra Odessa et on reprendra Kiev. Parce que Kiev est en réalité le berceau de la Russie et de l'Église orthodoxe russe. Donc cela appartient à la Russie. Et puis pour le reste de l'Ukraine occidentale, eh bien que les Polonais, les Roumains, les Hongrois, qu'ils décident eux-mêmes de ce qu'ils veulent en faire. Mais ça, vous savez, je ne sais pas si on en arrivera là. Ce qui est sûr, c'est que la Russie affirme aujourd'hui sa position. Le lancement, si on peut dire, de l'opération militaire spéciale et les sanctions occidentales ont été un véritable signal d'alarme pour la Russie. Elle a compris qu'il fallait se détacher de ce système financier occidental, qu'il fallait créer quelque chose d'indépendant. Et c'est la seule manière vraiment d'être libre. Larry, tu penses que la Russie envisage de prendre Kiev pour s'assurer que l'Occident n'installe pas un nouveau régime fantoche qui finirait par relancer une nouvelle série d'escalades plus tard?
Oui, je le pense. Je crois vraiment qu'ils vont le prendre. Si l'Ukraine veut avoir une capitale, qu'elle la mette à Lviv, mais pas à Kiev. Kiev est russe. Kiev is Russian. Beaucoup de gens ici, surtout aux États-Unis et en Europe de l'Ouest, comprennent mal ce qu'est une guerre d'usure. Et c'est pourtant exactement ce que la Russie cherche à faire ou cherche à atteindre depuis le début. Vous savez, beaucoup de commentateurs occidentaux disent « Ah, la Russie est faible. Elle est en guerre en Ukraine depuis 2022 et regardez, elle n'a même pas pris le contrôle du Donbass. » Alors, il y a ce décalage. Pourquoi? On ne sait pas trop. Mais pourquoi la Russie avance-t-elle si lentement? Est-ce une stratégie délibérée ou bien, comme certains le disent, un signe de manque de ressources et de faiblesse militaire? Non, c'est une stratégie délibérée pour réduire au minimum les pertes russes et les pertes civiles. Aucun expert militaire américain ne devrait même ouvrir la bouche à ce sujet. Combien de temps les États-Unis sont-ils restés en Afghanistan? Et pourtant, ils ne combattaient pas une armée de niveau équivalent à celle de l'OTAN. La Russie, elle, affronte une armée de ce niveau. Une armée équipée d'armes de l'OTAN, soutenue par le renseignement de l'OTAN, et même avec du personnel de l'OTAN impliqué. Et malgré ça, la Russie continue d'avancer et de vaincre. Regardez les États-Unis en Afghanistan. Ils combattaient qui? Les talibans. Ils n'avaient ni chars, ni artillerie, ni avions de chasse, ni hélicoptères. C'était essentiellement une force insurgée. Et après 20 ans, ils ont battu les États-Unis. Alors franchement, les États-Unis n'ont rien à dire. Ils feraient mieux de se taire, de ne même pas ouvrir la bouche. Ils n'ont rien à apporter, aucune expertise comparable à ce que la Russie affronte aujourd'hui. Quel est, selon vous, le niveau de soutien dont Poutine bénéficie au sein de la population russe? Parce que, évidemment, comme on parle ici de commentateurs occidentaux, j'aimerais aborder cette autre idée, cette autre histoire qu'on entend sans arrêt. Ils disent que, bon, c'est juste un dictateur brutal, détesté par son propre peuple, et bien sûr, il y a toujours des gens qui s'opposent, qui désapprouvent les actions de leur gouvernement, mais on sait bien que, sur le terrain, la réalité est très différente. Vous êtes allé plusieurs fois en Russie. En fait, Poutine est peut-être même plus populaire en Russie que Trump ne l'est aux États-Unis. Quelle est votre impression? Quelle est, selon vous, l'ampleur du soutien dont Poutine dispose aujourd'hui en Russie? Ah oui, non, ça c'est garanti. C'est... Comment dire, j'essaie de ne pas être vulgaire ici. J'ai une expression un peu crue en tête, mais je ne vais pas l'utiliser par respect en parlant de Donald Trump. Ce serait un peu comme devoir choisir entre déjeuner avec Donald Trump ou passer une coloscopie. Les gens choisiraient la coloscopie. Alors que Vladimir Poutine, oui, il traverse une période un peu difficile. Sa popularité est passée de 76 à 72%. Mon Dieu, quelle catastrophe! Franchement, le nombre de politiciens, que ce soit Merz, Starmer, Macron, Meloni, Trump, ils tueraient pour avoir des chiffres comme ceux de Poutine. Et vous savez, il y a pas mal d'expatriés canadiens et américains qui ont quitté l'Occident pour retourner vivre en Russie. Je connais un type, il est sorti de West Point en 72 ou 73, je ne sais plus exactement. Il était président du club russe à West Point. Sa famille avait fui pendant la révolution bolchevique, mais lui, il est retourné là-bas. Il adore ça. Et selon lui, c'est une société ouverte, libre. Un autre, Joseph Rose. Joseph a grandi ici en Floride, pas loin de chez moi. Il a travaillé un temps à Hollywood, puis il s'est converti au christianisme. Il a déménagé en Russie à cause des valeurs traditionnelles. Je connais plusieurs autres Américains qui ont fait la même chose. Et maintenant, il y a un couple canadien qui tient une chaîne YouTube qui s'appelle Countryside Acres. Ils ont 8 enfants, ils ont tout quitté pour s'installer en Russie, construire une ferme et y bâtir leur vie.
Ce qu'on voit en Russie à bien des égards, c'est que ce n'est pas un État autoritaire. Ils n'emprisonnent pas des gens pour avoir dit une prière devant une clinique d'avortement, comme on l'a vu au Royaume-Uni. Ils n'enferment pas non plus des personnes qui sont simplement entrées au Kremlin, comme ça s'est produit aux États-Unis, pour ensuite les mettre en prison. Alors vous savez, j'ai un peu cette attitude maintenant. Il faut traiter chaque pays comme on traite ses amis ou ses voisins. On ne se mêle pas de la vie personnelle de ses amis ou de ses voisins. Ce qu'ils font dans leur famille, c'est leur affaire, pas la vôtre. Occupez-vous de vous-même. Assurez-vous que vos propres enfants soient de bons citoyens, que votre propriété soit bien entretenue, qu'il n'y ait pas de déchets dans votre jardin, et surtout, n'allez pas imposer vos standards aux autres. C'est en partie ce qui agace profondément l'Occident. La Russie a choisi une voie d'indépendance, et elle a connu un succès remarquable. La seule transformation qui dépasse celle qu'a vécue la Russie au cours des 25 dernières années, c'est celle de la Chine. La Chine aussi a bâti une société impressionnante, que nous aimons décrire comme un ensemble d'automates rigides dirigés par des dictateurs autoritaires et brutaux. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Mais ce dans quoi la Russie a été particulièrement douée, c'est dans la gestion de la diversité. On parle de plus de 145 groupes ethniques différents. Et surtout, après avoir mené une guerre de 10 ans contre les guérillas tchétchènes, qui étaient en grande partie financées par la CIA et les services secrets britanniques, et qui avaient fait venir des combattants d'Afghanistan ayant déjà affronté les soviétiques. Ils ont essayé de reproduire le même scénario en Tchétchénie. Ça a été une guerre brutale, qui a duré 10 ou 11 ans, et qui s'est finalement terminée quand Medvedev était président. C'est d'ailleurs pour ça que Vladimir Poutine a d'abord été nommé Premier ministre, avant de devenir président. Et malgré tout ça, regardez comment la Russie a su se relever, comment elle a réussi à panser les blessures de cette guerre terrible. Vous savez, lors d'une de mes dernières visites à Moscou, j'ai passé pas mal de temps avec le général Apti Alodinov. Le général Alodinov est un musulman pratiquant, mais c'est aussi un patriote russe farouche. Et la Russie a montré qu'on peut être à la fois nationaliste, aimer profondément son pays et rester fidèle à sa religion. Que ce soit l'islam, le judaïsme, le christianisme ou l'hindouisme. C'est encore un autre aspect remarquable du peuple russe qui m'a vraiment impressionné. Et je pense qu'on devrait apprendre comment ils ont réussi cela pour pouvoir faire la même chose ici, aux États-Unis. Oui, je pense que la Russie met vraiment l'accent sur la tolérance religieuse. Et je crois que c'est un aspect très important de leur volonté de construire une société plus tolérante et plus ouverte, surtout quand l'islam et l'orthodoxie coexistent dans un même pays. C'est bien sûr une différence frappante avec ce qu'on voit ici aux États-Unis, où l'islamophobie et cette tendance à présenter une religion, un peuple, comme mauvais, comme dangereux, comme l'autre, sont malheureusement devenus la norme. Ce n'est clairement pas une façon de coexister, ni de bâtir une société capable de bien fonctionner sur le long terme. Larry, je vois des informations selon lesquelles l'armée russe se rapprocherait de Sumy, une ville d'environ 300 000 habitants, dans le nord-est de l'Ukraine, tout près de la frontière russe. Parle-nous de l'offensive de printemps. Quel est son objectif? And what is the goal of the offensive? Oui, eh bien, quand ils prendront Sumy, la route vers Kiev sera complètement ouverte. Ensuite, ils pourront, je pense, s'emparer de Kharkiv, parce qu'ils auront coupé la principale ligne d'approvisionnement qui y mène. L'autre objectif clé, en ce moment, c'est d'en finir avec Sloviansk, Kramatorsk et Donetsk. Une fois qu'ils auront percé à cet endroit-là,
ça détruira vraiment les dernières lignes de défense que l'Ukraine pourrait encore avoir. La route sera alors totalement ouverte vers Zaporijia, et on verra que le rythme de la guerre, le rythme de l'avancée russe, s'accélérera de façon spectaculaire après ça. C'est pour ça que je pense que la Russie pousse maintenant sur tout le front, qui fait environ 1000 milles de long, et les Ukrainiens tout simplement n'ont pas assez d'hommes pour tenir et arrêter cette progression. En fait, ces dernières semaines, on a vu apparaître des images vraiment troublantes de soldats ukrainiens émaciés. Ils ne sont pas correctement nourris, ils ne reçoivent pas les fournitures dont ils ont besoin, et ils ressemblent à de véritables victimes de camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale. Je pense donc que le rythme de cette guerre va s'accélérer. Trump veut essayer de s'attribuer le mérite de la fin du conflit, mais ça n'arrivera pas. La Russie va remporter une victoire militaire. C'est la seule issue possible. Il n'y aura pas d'accord négocié. La seule question sera de savoir si Volodymyr Zelensky pourra quitter l'Ukraine vivant et trouver refuge dans un autre pays, ou s'il sera tué dans le processus. Larry, peut-être une dernière question pour vous aujourd'hui. On sait qu'une confrontation entre l'OTAN et la Russie serait absolument dévastatrice et qu'elle deviendrait probablement nucléaire. Où se situe la ligne rouge actuelle entre l'implication de l'OTAN et un conflit direct avec la Russie? On voit bien que la Russie a fait preuve d'une retenue importante alors que l'OTAN ne cesse de provoquer, de titiller l'ours en quelque sorte. Alors, où est cette ligne rouge aujourd'hui, avec une Russie toujours très mesurée dans sa réponse et une OTAN qui semble penser qu'elle peut aller toujours un peu plus loin vers une nouvelle escalade? Oui, je pense vraiment qu'ils ont franchi cette ligne rouge. Mais le choix, lui, n'est pas nouveau, même si je sais que M. Karaganov en a parlé. La Russie dispose de l'avant-garde. L'avant-garde, c'est une arme qui transporte une force destructrice concentrée. Ce n'est pas comme une arme nucléaire. C'est un peu comme un marteau qui écrase une ampoule. Ce n'est pas sélectif. Ça provoque une destruction massive. L'avant-garde, lui, peut provoquer une destruction massive sur une cible précise. Et c'est exactement ce qu'il faut. C'est comme utiliser un laser pour retirer un cancer du corps. Au lieu de détruire tout le corps, on veut éliminer le cancer. C'est pour ça que je pense que la Russie a d'autres options ici, et je crois qu'elle les utilisera. Si ces attaques de drones contre les infrastructures russes continuent, je pense que la Russie s'en servira, et qu'elle le fera à l'intérieur des États européens. Malheureusement, cela élargira la guerre. Mais je pense qu'on s'y dirige quand même. On n'est pas encore sorti de l'auberge sur ce point. Merci beaucoup, Larry, d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à le suivre, je mettrai le lien vers son blog dans la description juste en dessous. C'était une conversation vraiment passionnante et j'ai hâte de te retrouver très bientôt dans l'émission. Larry. Eh bien, Lena, j'ai apprécié cette conversation et tes excellentes questions. J'ai vraiment aimé cet échange. Merci.